Donc, bienvenue à vous au Festival Apple de France. Merci. Alors, cette session, elle est dédiée en fait à l'œuvre, au travail, à la création de Chris Marker. Souvenez-vous, sur la première édition, pour ceux qui étaient là, du festival de l'Apple II Festival France, il y avait Loz Andrés, Annick Lévoire et moi-même qui avions présenté une réactualisation du programme Dialector qui avait été écrit début des années 80 sur son Apple II, qui avait été écrit par M. Chris Marker. Est-ce que vous en souvenez? Qui s'en souvient? Yannick, tu étais là? Non. Voilà. En fait, je vous recontextualise un petit peu l'histoire parce que Didier a vraiment souhaité à ce qu'on fasse un point sur cette question de restauration, de préservation des données, des œuvres, du patrimoine, et puis vous y avez tous un peu contribué. Voilà. Donc je recontextualise ce programme Dialector. On l'a reçu, M. Marker nous l'a envoyé par la poste sur sa floppy 5.25 en 2011, avant qu'il disparaisse, ou en 2010, je ne sais plus. Ensuite, moi j'ai cherché quelqu'un, j'ai trouvé Loz Andrés qui réapprenait le basique AppleSoft. Et ensemble, on a essayé d'étudier, de comprendre l'œuvre, parce que Monsieur Marker, Chris Marker est quand même désigné, reconnu comme étant un cinéaste, et pas du tout un développeur, et pas un geek. Donc en fait, c'était une grosse surprise pour nous, parce que nous connaissions le cinéaste de L'Âge jeté, je ne sais pas si vous avez vu L'Âge jeté, qui a inspiré L'Armée des 12 singes. Et ensuite, quand Chris Marker est parti, en 2012, je crois, il y a eu une grande rétrospective au Centre Pompidou, et on s'est aperçu que, c'est pas qu'on s'est aperçu, mais c'est qu'il a réalisé une 50aine de documentaires, des installations, en 78 déjà au Centre Pompidou, avec 14 écrans, un travail de synchronisation, voilà. Ensuite, voilà, c'est une figure assez riche. Et Loz Andrés, souvenez-vous, il vous avait fait une session parce qu'il avait fait migrer en fait le code en basique en Python. Et on l'avait envoyé au Kansas Fest, il avait acheté un petit Lenovo et il avait fait sa session. Là-bas, il avait un peu peur parce qu'il n'avait pas forcément le bon short, parce qu'on avait vu les photos, il fallait des shorts un peu amples. Et tout s'est très bien passé, voilà. Et là, on est 5 ans après, on est d'accord, hein. Le fait d'avoir travaillé, d'avoir mis en ligne, après qu'il ait toujours écrit en Python, il y a d'autres personnes qui ont installé un serveur Python, etc. Et il est en ligne sur dialector.poptronics.fr, ce projet, et il a été présenté lors des rétrospectives Chris Marker à la Cinémathèque ou en Belgique. Et comme ça, vous voyez, donc aujourd'hui, et ça a suscité en fait l'intérêt. Et de dire, ok, c'est possible en fait de comprendre une œuvre, de l'étudier, de la restaurer, de l'aimer, de la faire migrer, etc. C'est possible. Enfin, en tout cas, l'institution se dit ça. En l'occurrence, c'est le Centre Pompidou qui est quand même précurseur, parce qu'ils ont en 96 déjà, ils faisaient un site internet sur leur collection de nouveaux médias, ce qui est précurseur pour une institution, on est d'accord. Et donc en fait, il y a une nouvelle personne, Marcella Lista, qui a compris, qui a voulu, avec l'aide d'Étienne Sandrin, faire réapparaître et étudier cette œuvre qui s'appelle Zapping Zone de M. Marker, de Chris Marker, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est brièvement de vous rappeler le contexte de l'étude, parce que c'est une étude, de vous parler un peu de Zapping Zone. On va voir quelques zones de ce Zapping Zone, et après vous parler de la restauration. Et Antoine, ou Benoît, ou Stéphane participeront à ça aussi. Tout simplement, on a écrit un dossier il y a 2 ans en fait, avec les nouveaux médias, le centre, et on a eu un programme qui s'appelle un LabEx,
Est-ce que tu peux en parler de moi, Benoît, de l'ABEX? Bien. Je vais l'en plus voir. Parce que, Avec plaisir. Avec plaisir. Je vois ma vue. Bon, les LABEX, pour faire court une longue histoire, il y a eu quelques années de ça un grand plan qui s'appelle Grand Emprunt, qui a été traduit par les investissements d'avenir, pour mettre de l'argent dans la recherche, traduit en différents instruments, donc il y a les IDEX, les ABEX et les TIPEX, qui finançaient les axes de recherche thématiques. Les LABEX, l'idée était de financer des équipes de recherche sur les thématiques données. C'est financé, c'est géré par un organisme qui s'appelle l'ANR, Agence nationale de la recherche, pour les scientifiques, pour les scientifiques, ça parle. Et donc il finance des programmes de recherche exploratoires sur des données données, des durées données, pardon, et sur un budget dédié. Voilà. Voilà, et donc en fait c'est une étude, hein, c'est une étude scientifique et historique sur l'œuvre de Zapping Zone. Et c'est un cas parce que des œuvres informatiques, en général, c'est pas étudié en ce qui concerne l'approche archéologique, l'approche de la restauration. Donc c'est un cas et c'est intéressant. Voilà. Ça c'était la petite page du LABEX. On travaille avec un laboratoire du Louvre, le C2RMF, et je vous montrerai tout à l'heure, ils ont fait des radiographies de l'intérieur des UC et des écrans, c'est magnifique, et je vous montrerai ça. Mais juste pour revenir 2 secondes, donc Zapping Zone, c'est une œuvre où vous avez 7 tableaux de GS, vous avez 13 moniteurs vidéo, des photographies, des diapositives, des box, du son, enfin voilà, c'est créé, en fait, les programmes ont été créés à partir de, on verra tout à l'heure sur Apple II, à partir de, selon les dates, hein, en fait, des fichiers, à partir de 84, mais la commande de cours arrive, vous savez, c'est toujours assez long, et l'œuvre, en fait, est présentée en 1990 au Centre Pompidou. Elle a un petit peu cette tête-là. Ça, c'est une vue, ça c'est la première fois qu'elle est présentée, c'est une sorte de hérisson et lumière, c'est comme ça qu'ils l'appelaient, et sont disposés un peu en vrac, c'est un peu un chaos, hein. C'était ça qu'ils cherchaient, une sorte de chaos, et pour mélanger la télévision, parce qu'il y avait vraiment une entrée télévision en temps réel sur l'un des Apple IIgs avec la carte overlay, des moniteurs qui passe en fait, et selon les années c'est intéressant aussi parce que dans l'étude de cette œuvre on démarre avec de l'humatique, parfois on arrive dans un pays, elle voyage 19 fois, on arrive en VHS, on ne sait pas pourquoi, parce que donc notre étude c'est de comprendre tout en fait. Après on a les vidéodisques qui font 45 cm de diamètre, ensuite grâce ou à cause de cette carte overlay entre le NTSC et le PAL, c'est compliqué, donc nous notre étude elle vise aussi à étudier les tonnes d'archives, les discussions, et c'est extrêmement intéressant parce qu'on a, donc on est en 89, on a des relations de travail qui se font sur des papiers en tête, écrits à la machine. Ensuite, on a 10 années fax, donc si les fax n'ont pas été photocopiés, c'est compliqué. Et ensuite, on a des archives des années mail, et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a les mails, et on a, et voici 6 juin, en pièce jointe, le CDC, le cahier des charges, ok. Il n'y est pas, vous voyez. Donc c'est extrêmement intéressant parce que plus on travaille sur ces données qui sont des documents qui nous renseignent, hein. On a des documents extrêmement précis sur les cartes, sur les composants, sur toutes les transformations, et bien on s'aperçoit qu'on a plus d'éléments informatifs, de documents, il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Et ça, c'est une perte en fait de données, de la mémoire, mais c'est assez conséquent, en tout cas dans cette œuvre. Là, je vais vous montrer juste ces 2 minutes d'une des versions, c'est en 92, je crois. C'est la chouette de moi. Tu la reconnais? Ouais.
Voilà, alors... attendez, je vous... En fait, Marker est un peu comme vous tous, il a appris le basique sur son Sinclair, son ZX81, et là, par exemple, et il le met au générique. En fait, ça, c'est un film qu'il a fait, 2084, qui est une petite merveille, et Chris Marker, il met tout le temps ses ordinateurs sur ses génériques, alors que ça ne se faisait pas du tout, hein, les cinéastes ne mettaient pas ça. Mais lui, il était amoureux de son Sinclair, après de son GS, et donc là, c'est un truc hyper drôle que Stéphane a vu, il faut le regarder, ce petit film, je ne vais pas vous le mettre parce qu'il dure 8 minutes, il s'appelle 2084. En fait, c'est la CFDT qui lui demande un film pour fêter les 100 ans de syndicalisme. Et c'est absolument génial. Et lui, il parle de 2084, évidemment, c'est un clin d'œil à Orwell. Et en fait, il invente le journaliste robot et les hypothèses. Donc, qui va. Enfin, sort on va dire, l'intelligence artificielle, on ne sait pas ça, mais. Et à la fin. Donc, vous voyez sur le générique, il a son ordinateur, et à la fin, ça c'est Stéphane qui l'a vu, qui a crié quand il a vu ça. J'ai crié. Donc là, il y a un raton laveur, ça passe super vite, hein, personne ne le voit, et en fait, donc, ce sont les caractères. Caractère voilà. souris, non Des amis. Non, vous avez vu ça. Ah oui, les caractères graphiques des amis. Avec les Ouais. jeux de l'époque, certaines. Ouais. Et un raton laveur. Donc, c'est des petits signes, hein, ça, il fait ce film en 84. Donc étudier une œuvre, en fait, c'est étudier tout ce qui va autour, c'est-à-dire toutes les œuvres voisines, toutes les analogies. Et ça, c'est intéressant, hein, il y en aurait pour 10 ans, l'étude, elle durera 1 an. Enfin, il incruse ses écrans, il incruse de la programmation, voilà. Donc ça, c'est l'artiste, c'est Chris Marker. Donc, Zapping Zone. En fait, on pourrait lancer un des premiers programmes. Parce que dans l'étude, ce qui est compliqué, c'est que Marker changeait tout le temps. Pendant 4 ans, il arrivait avec des nouveaux programmes, évidemment, puisqu'il passe de l'Apple 2 au GS. Et il s'éclate sur Hyper Studio. Donc, il y a une zone qui s'appelle Hyper Studio. Je vais vous montrer tout à l'heure une petite vidéo qu'il a faite pour Roger Wagner. Parce qu'il allait à San Diego sur le festival Hyper Studio. Et donc en fait, là, il y a eu 3 versions. Dans cette étude, ce qui est compliqué, c'est que la première version, elle est sur un volcan. Le volcan, il a cramé. On a juste la boîte Bréjou, et quand on ouvre, on n'a pas de volcan, on a autre chose. On a quoi? Comment il s'appelle, le truc corps, là? On a un méga corps. Un peu lunaire. Et en plus, on a un méga corps et en fait, il n'y a pas de disque dedans, il y a juste la ligne. Mais ça, c'était la version, hein, par exemple, de Hyper Studio, la version 2, et après, ils l'ont fait migrer sur Turbo Drive. Voilà, et là c'est l'état, hein, de la version Hyper Studio. Donc nous, on va pouvoir analyser la dernière version, par exemple, de cette zone qui est conséquente, hein, il y a 12, c'est totalement interactif, et Marker se sert vraiment de toutes les possibilités que Wagner inscrit dans son logiciel. Mais là, on va vous montrer une pièce, enfin un programme, on ne sait pas trop comment l'appeler, qui s'appelle Lulucat. Et En fait, on a récupéré toutes les disquettes, Agnès a récupéré toutes les disquettes de Chris Marker et les a sauvegardées directement en format DSK et en format PO. Donc des formats donc, en 140K et en 800K. Et donc les a sauvegardées sur une clé USB pour les faire démarrer à travers une carte CFFA. Donc on a mis ici quelques exemples d'images disques qui sont un peu démarrés automatiquement à travers la carte CFFA. Donc tout ça c'est pour la sauvegarde de tout ce patrimoine sous forme de disquette, de fichiers numériques. Ça ne marche pas. Il faut allumer l'ordinateur en fait. Pourquoi il est éteint? Je l'avais éteint.
Voilà, donc le GS qui est ici démarre sur la carte CFFA et démarre sur l'image disque qui s'appelle LULU4, qui va apparaître. Donc on en a profité pour connecter une carte HDMI, une vide HD, qui fonctionne merveilleusement bien, puisqu'il n'y a rien sur l'écran. Je crois que c'est l'inverse, tu l'as éteint quand tu l'as vu. Ouais, en fait, c'est allumé. C'est vrai qu'il marchait. Il avait affiché au début. Là, il s'allume. Là, c'est allumé parce que les diodes sont vertes. Donc en fait, on avait un inventaire réalisé par Paul Lafontaine de 189 disquettes. Un inventaire hyper précis. C'est sur le grand écran là-bas. En En couleur et en noir et blanc. Bon, vraiment bien de couleurs. Et sur la Raspberry aussi. Et sur la Raspberry. Alors, Pourquoi la Raspberry? Parce qu'en fait, on nous a demandé, c'est pas ça, mais l'étude, en fait, la question qui va arriver à la fin, c'est une ouverture, c'est des pistes, et c'est dire comment, dans 20 ans, nos gosses vont réussir à comprendre cette œuvre. Est-ce que c'est possible de travailler sur l'imitation de l'œuvre? Comment faire? Voilà, c'est pour poser des questions. C'est pas une réponse du tout, hein, parce que l'émulateur n'est pas terrible, mais c'est quand même une voie. Sur Raspberry, il n'est pas terrible. oui. Ouais, sur Raspberry, il n'est pas terrible parce que GS Sport est magnifique. C'est vrai, là, nous avons GS Sport depuis quelques minutes sur Windows 10 et je vais là aussi. Merci, Benoît. En fait, sous Raspberry, il fonctionne avec le système Recalbox, donc c'est tout intégré. On peut télécharger sur le site Recalbox, et dedans il y a un émulateur Apple II qui s'appelle Apple Linapple. Donc il est limité, il fonctionne, c'est plutôt pour émuler des jeux. Donc on branche une manette et on joue directement sur des images disques de jeux d'Apple II. Ça fonctionne plutôt bien. Après, l'émulation n'est pas parfaite. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comment quoi déjà Ça boot pas sur la vitesse. Ça boot il reconnaît 2 disquettes éventuellement. Parce qu'on peut faire tourner 2 disquettes, il switch entre les deux. Et il émule uniquement l'Apple IIe et pas les GS. Il n'y a pas encore d'adaptation, d'émulateur GS efficient dans le moment. Pourquoi? Donc là, vous voyez, le LULU4, il a 13 programmes en tout, on va dire, avec plusieurs versions, même s'il y a 7 GS, parce que comme il changeait, il adaptait. Il y a Graph qui a été fait sur Apple II, qui est assez, moi c'est ma préférée. Hyper Studio que vous pourrez visiter, qui est très compliqué. Et là, ce serait pas mal d'ailleurs sur la préservation du contenu Hyper Studio. Antoine, l'année dernière, tu nous as aidé, ce serait pas mal que tu m'en racontes ça. Oui, le principe, c'est de compléter la sauvegarde du patrimoine de Chris avec un certain nombre il y a l'évolution de l'œuvre de Chris qui consistait à faire du développement en Rust ou du Hyper Studio. Un produit qu'a cité tout à l'heure Agnès avec Roger Wagner de Belgique, qui faisait avec une équipe. Et en fait, cet hypermédia qui a un concurrent et qui est même arrivé sur Apple II avant l'Hypercard, lui permettait de mettre du son, de l'image, vraiment de faire du multimédia. Et la Chris, pour ça, a été le premier à en faire. Et on se retrouvait avec des disquettes avec des formats qu'on ne reconnaissait pas. Et bon, quand il s'agit de la préservation du patrimoine Apple II, je m'y connais un petit peu en manière de faire, de récupérer le contenu, de regrouper tout ça sur des disquettes qui sont bootables. Donc là, c'était un peu une petite pierre à l'édifice en fait. Et là, ça donnait un peu en douce. Moi, j'ai travaillé aussi avec Roger Wagner, en fait, ça, je te l'avais pas dit Agnès, pour essayer de passer les versions de Zapping Zone et de tout ce qu'il a fait sous Hyper Studio sur les versions modernes Mac & Co. Donc, je vais filer les sources qu'on avait pu récupérer l'année dernière avec Agnès et Stéphane. Oui, non, c'est pas qu'il travaillait en douce, c'est qu'il filait à Roger Wagner les images disques pour. Oui, je fais à Roger. Et parce que c'est super riche, le monde de disquette est assez impressionnant, et arriver à se démêler, à ressortir, faire sortir un support de tout ça, sachant qu'il y a
vous utilisez des centaines de disquettes. C'est quand même très compliqué, je pense qu'on en voit le bout, mais jusqu'au moment où on retrouverait le Mégacor ou le Vulcan, et on se retrouvera avec d'autres versions, une nouvelle chouette qui sera peut-être en couleur, en chèque à toile, qui tournera en 3D. C'est un homme qui a produit un nombre d'éléments multimédia extraordinaire. Donc c'est assez important de travailler sur ce genre de choses. Et là, en ce moment, pendant qu'on vous parle, il y a Christian Ponceau qui est en train de... On a reçu les images qui, depuis 3 jours, est en train de réviser les 7 stations plus 2 sphères. Voilà, donc là, en fait, ils sont dans l'atelier des électromécaniciens du centre Pompidou. Et Christian, qui est là, je ne sais pas si vous le connaissez, Monceau. Oui. Il répare, en fait, c'est le seul, enfin, on l'a rencontré l'année dernière, et en fait, c'est la seule personne en France ou au monde dont c'est le métier de réparer tout le monde Apple et Mac. Donc, parce que c'est compliqué, voyez-vous, de trouver Monsieur Lafontaine ne peut plus le faire, Paul Lafontaine ne peut plus le faire. Ça a été 1 an et demi pour trouver une personne compétente qui voulait bien être payée, enfin, je veux dire, prendre 2 mois pour faire ça, et, parce qu'on ne va pas demander encore et toujours à des amateurs passionnés de le faire. Donc là, vous avez Christian qui découvre, en fait, qui ouvre les machines. Ça, c'est aujourd'hui, hein, c'est hier soir. Ouais. Et donc ça, c'est son atelier. Enfin, il a tout apporté, puisque comme on est dans un centre, un musée, en fait, les Apple 2GS, le Vulcan, les disquettes, tout ça sont extrêmement bien conditionnés. Et en fait, on n'a pas le droit de les sortir. Tout ça, c'est du matériel qui appartenait à Chris Marker. Non, c'était comment, enfin, ça a été acheté pour Zapinzone, mais c'est au centre Pompidou parce que c'est une production du centre. Ils ont réussi à demander oui, parce que la Fonta, tous les 3 ans, en fait, révisait les écrans, les unités centrales, changeait quelques composants, les piles. Voilà, et ça a été très bien conservé. Maintenant, quand on a fait les copies, Stéphane m'a appris à faire les copies, par exemple, il y avait un tic de Paul Lafonta, Paul, si vous m'entendez, c'est pas grave, c'est de coller des étiquettes partout pour surtout mettre en rouge une grosse flèche pour que la personne, parce que quand on se retrouve 3 mois dans un musée, à Londres par exemple, ça peut être un stagiaire, quelqu'un, donc en fait, sauf que ces étiquettes, la colle, tout ça, c'est compliqué parce que ça se décolle et ça se met dans le lecteur. Mais ce qui est compliqué, c'est que ce sont des pièces d'archéologie qu'on doit conserver ce que j'ai appris au musée, on ne peut pas ne pas les conserver, il faut trouver des méthodes. Donc il y a des méthodes. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est photographier les 183 disquettes plus celles qu'on a récollées, c'est-à-dire qu'on a retrouvées ailleurs. Donc on en a 235. Pour les chercheurs, en fait. Parce que c'est super intéressant, en fait. C'est génial, en fait, de voir comment ils nommaient. Enfin, ça a une grande valeur, en fait, documentaire. Grave, je sais pas si... Enfin, c'est top, hein. Mais sur Apple II, ça va moins vite. Enfin, c'est pour ça que cet émulateur, il est un peu... Cette œuvre, c'est une partie de l'œuvre qui tient sur 2 disquettes et il va chercher des images sur une et l'autre disquette d'une manière alternative. C'est pas évident de récupérer, de recoller les morceaux et de comprendre la mécanique de l'affichage. Parce qu'au départ, en émulation, ça tentait. Pour faire démarrer sur la disquette 1 et basculer sur la 2, il fallait savoir le bon timing. C'est des petites choses où on passe du temps. Et donc après, là, on vous montre dans les caisses, parce qu'en fait, tous les écrans sont vraiment extrêmement bien protégés dans des caisses à Calderson, à côté des ergonomètres. Hein. Donc, dans une des caisses, il y avait un GS, et en fait, Benoît nous confirme et connaît l'histoire. Ça, c'est M. Paul Lafonta, qui
qui connaît l'histoire de... Parce que nous, quand on a ouvert et qu'on a vu ça, franchement, c'est magnifique, quoi. Faut que le monde entier voit ça, quoi. Attends, Benoît, qu'est-ce que c'est? Benoît, Antoine, tu le connais, Benoît, c'est un carte. Ou Antoine. Toujours Benoît qui parle, donc. Je peux avoir un peu de femme. je démarre et tu finis la phrase si tu veux. Bon, alors c'est Paul Avanta qui a découpé bien. Raconte, tu le racontes bien. Oui, tu racontes bien, tu as une belle voix douce en plus. J'ai une voix douce, c'est ça. Francis Cardula. Bon, en fait, pour ceux qui reconnaissent, ceux qui ne reconnaissent pas, c'est une registre des cartes mémoire, qu'on appelle DGS. Mais la carte mémoire, vraiment, était plus longue, ce qui fait qu'on était limité à 2 mégas sur la carte même. Ce qu'avait fait La Fontane, enfin, ce qu'il a fait, La Fontane, c'est qu'il a coupé la carte. Et en fait, il a mis des barres de mémoire d'un côté. Comment il l'a coupé? C'est pas enregistré, donc ça va. Un 6 circulaire, il a coupé. Et en fait, il l'a divisé en deux, et donc ce qui fait que sur une face, on a 2 mégas, et sur l'autre face, on a aussi 2 mégas. Ce qui permettait d'avoir 4 mégas sur une seule carte, qui rentrait à l'intérieur des cartes de DGS. Elle était trop longue ici. Donc voilà, c'était une bidouille assez intéressante, qui, lorsqu'on avait parlé, c'était une Apple Expo où j'étais, on avait tous bien rigolé. Une carte coupée à 6 circulaires, c'est intéressant, et néanmoins, ça fonctionne. Mais c'était avant la sortie des cartes officielles de Tapuga. Oui, avant la sortie des cartes de grande capacité. Voilà, ça, c'est la carte de. La carte standard. Il a réussi parce qu'il a pensé à sa tiercée, je pense. Il devait avoir des places intéressées. C'est ça. Tout qui deux faces. 1 méga, il passe cette carte. Oui, parce que c'est une carte de méga. Un méga 2, oui, enfin, le méga. Et donc tout avec tout câblé à la main. Oui. Et donc là, je bosse avec un jeune restaurateur qui s'appelle Alexandre Michian, qui lui est spécialisé dans photographie, en vidéo, qui a travaillé sur des restaurations d'œuvres d'Abramovich ou de Viola, etc. Et donc là, il suit l'étude et par exemple, on s'était installé dans le musée pendant 2 mois avec tous les GS. Et voilà, par exemple, là, il a fait des tests en colorimétrie, ce qui nous permet aussi, parce que c'est exactement les mêmes outils que sur d'autres formats, mais ce qui nous permet d'être très... c'est du réel, quoi, ça se voit, on voit ce qui se passe. Quoi. Donc, oui, il y a un problème sur l'écran central. Et après, c'est un travail assez intéressant. Et donc Christian répare. Christian répare ça, c'est de hors de là. Et l'autre question qu'on a soulevée, qu'on doit soulever à travers cette étude, et Alexandre, c'est la question des écrans. C'est la question de la petite émotion, de l'écran bombé, c'est la question c'est cette question-là. Elle est essentielle. Et mais elle touche aussi à toutes les œuvres des années 70-80 qui utilisent des semi-trinitron et des... De toute façon, on n'a plus droit au gaz, donc comment faire, quoi? Ça ne durera pas. Ouais. Non, ça ne durera pas, mais après, il faudrait faire des fakes, des vrais fakes. Ces moniteurs, dans 20 ans, ils seront morts. Oui. Presque. Il faudra faire comme le Mac à côté de la bière, là-bas. Oui, c'est ça. Il faudra faire des fakes avec des carcasses et puis derrière un écran moderne. Un écran LCD. Non, en fait, il y a des projets de picoprojection avec. On en a parlé, mais ça, c'est des moyens. Ça, c'est 3 ans de recherche, c'est 10 ans de recherche. Et donc, je vais vous montrer autre chose. Donc ça, c'est magnifique. Donc c'est au laboratoire au Louvre. Donc ils ont utilisé... vous voyez, ça c'est une radiographie. Ce sont des radiographies de tous les éléments. On a pris l'unité centrale de trafiquée par Paul parce qu'on n'avait pas le droit forcément de sortir les unités des autres. Un écran. Donc c'est un GS qui est... Donc les claviers, on a fait la souris, les lecteurs. Et bonjour. Ça va? Oui. Donc l'étude, elle passe aussi par ces outils qui logiquement sont dédiés
à d'autres œuvres, enfin, picturales ou autres, mais c'est assez intéressant qu'elles soient au service de vos machines, parce que ça fait avancer le Schönblick en fait, et ça positionne le programme informatique, ça positionne le code au même titre, une syntaxe poétique, une syntaxe vraiment créative, et voilà, et c'est très étendu parce qu'on doit aussi interviewer toutes les personnes qui pendant 30 ans ont accompagné l'œuvre. J'en profite pour vous montrer, et après c'est presque fini, on a donc le Centre Pompidou a l'archive des disquettes autour de cette œuvre, mais la Cinémathèque française a environ 800 disques 5.25 qui ne sont pas c'est pas du privé, ce sont des programmes, des premiers programmes. Donc nous sommes allés voir à peu près, j'avais pointé 16 disquettes, parce que je connaissais des noms de fichiers, etc. Et évidemment, il n'y a pas de GS là-bas. Et en fait, ça précède l'œuvre de Zapping Zone, évidemment, parce que c'est un fond de 5.25. Et en fait, c'est assez intéressant parce que il travaille sur les fractales, et tout ça n'est pas vraiment présent dans l'œuvre actuelle, mais on comprend les premiers coups de pinceau en fait. Sachant que Chris Marker est né en 2012, donc si vous calculez bien, mort. Pardon, il est mort en 2012. Et il est né en 21, donc ça veut dire qu'il apprend le basique assez tard, quoi, après 60 ans, quoi. Il développe un assembleur aussi, enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc, vous voyez, ça c'est ce dont tu me parlais hier, demain. Peut-être quelqu'un peut en parler ? Je ne sais pas, moi. Ah bah, pas toujours Benoît, attends. Vite fait. C'est vas-y, ça regarde. C'est pour la mémoire, c'est pour pas Ah, c'est Benoît, enfin, c'est d'autres. Bon, il fait bien fait. En fait, c'est pas le show de Benoît, on va appeler ça le festival de Benoît, ça sera très bien. Ça, c'est un travail mathématique, ça s'appelle une fractale, créé par quelqu'un absolument brillant qui s'appelle Mandelbrot, dont son prénom était Benoît. Voilà. Un chercheur français du CNRS qui s'est fait. Et il est parti chez IBM, il a eu son prix Nobel et chez IBM. Donc, le principe de la fractale, c'est que quelle que soit l'échelle d'observation que vous avez, c'est toujours le même motif qui apparaît. Dans la nature, c'est connu sous le phénomène du flocon de neige. Vous prenez un flocon de neige, vous faites un zoom dessus pour trouver la même structure du flocon de neige et ainsi de suite. Donc lui, il a modélisé, ça a eu des applications officielles et officieuses par la suite. Mais effectivement, ça a été, durant les années 70 et 80, vraiment une source d'inspiration pour beaucoup d'œuvres d'art moderne, etc., qui se sont inspirés pour faire des grandes images. Et pour ceux d'entre nous qui n'étaient pas trop vieux de s'en souvenir, un des premiers économisateurs d'écran sur Mac, qui s'appelait After Dark, avec les toasters de longtemps, ceux qui s'en rappellent, je voulais qu'ils viennent. Le module original était fait fractal, c'est un principe de fractal. Et ça s'affichait sur l'écran, en fait on zoomait à chaque fois et on trouvait la même structure qui s'y faisait, etc. Voilà, principe de la fractal. Fin de la parenthèse, et là on n'aura plus la parole. Je vais finir en vous mettant le film que le marqueur, ça c'est Roger Wagner qui nous a adressé 2,5 Go de données, sa correspondance avec Chris Marker, des éléments, des captures d'écran, j'imagine, tout ce qui a mené à. C'est ça aussi le travail, c'est de laisser à les jeunes chercheurs d'interroger la relation entre on va dire un créateur de génie comme Wagner, parce qu'aujourd'hui, dans la création un peu numérique, informatique, on imagine que celui l'ingénieur, en fait, il serait comme au service, on ne comprend pas la relation, et c'est une vraie relation de travail et d'amitié technique et technologique. Et donc, il a fait ça. Vous voyez là ? Après l'écran. S'approcher, c'est la fin. Il va bientôt partir.